Bien, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une partie de mes travaux de thèse qui ont porté, comme vous pouvez le voir, sur les variations environnementales de la vallée de Delhi et du site archéologique de Cotachina à Sumatra Nord au cours de l'Holocène. Alors, à l'origine, mes travaux s'intègrent donc dans le site d'habitat, dans un contexte archéologique qui est le site d'habitat de Cotachina, qui est un ancien comptoir commercial portuaire du détroit de Malacca et qui était actif entre le XIe siècle et le XIVe siècle AD. Donc le site se trouve ici aujourd'hui à environ 7 km maintenant du littoral, plus particulièrement dans la basse vallée de Delhi, dans les terres marécageuses de cette vallée. Alors, au vu de ce contexte, donc un certain nombre de questions se sont posées, à savoir quels ont été les changements paléo-environnementaux qui ont impliqué la position actuelle du site et quelles ont été les dynamiques qui sont à l'origine de ces changements environnementaux. Alors, pour s'intéresser à ces changements environnementaux et donc à ces dynamiques qui ont affecté le site archéologique, j'ai élargi l'étude à un contexte régional qui est celui de la vallée de Delhi. Alors cette vallée, elle se compose d'une haute vallée volcanique, ici, constituée principalement de tufs volcaniques issus du Toba. Vous avez ensuite une moyenne vallée qui est caractérisée par un ensemble de reliefs très découpés, incisés en système de terrasses étagées, et qui aujourd'hui est extrêmement anthropisé, notamment avec des cultures du palmier à huile. Et puis vous avez une grande plaine humide côtière, qui résulte d'un épantage de dépôts volcano-sédimentaires remaniés, dans laquelle aujourd'hui prend place la ville de Medan, qui est une ville de 5 millions d'habitants, donc une plaine humide extrêmement urbanisée. Aujourd'hui, le village de Cotachina, le village moderne, se trouve donc au bord d'une plaine deltaïque qui est parsemée de bassins d'aquaculture et un petit peu encore de mangroves. L'ensemble est sillonné par des chenaux de marée. Et on est ici, on peut le constater, en bordure nord de la ville de Medan, qui est beaucoup plus au sud, environ 15 km. Alors cette étude géoarchéologique développe une approche géomorphologique notamment. Elle repose sur une acquisition sédimentaire basée sur l'étude de 26 coupes dans la moyenne vallée de Delhi, et également sur 2 sondages dans la basse vallée. Pour ce qui est du site archéologique, l'acquisition des sédiments repose sur 206 sondages réalisés à la tarière le long de transects que vous avez ici en rouge. Elle repose aussi sur l'étude de 17 profils stratigraphiques à partir de 9 carrés de fouilles archéologiques qui sont représentés par les carrés rouges, et également la réalisation d'un forage profond 30 mètres réalisé ici. Au total, 150 échantillons de sédiments ont été prélevés pour des analyses granulométriques. Alors pour ce qui est de la chronostratigraphie de la moyenne vallée, tout d'abord, je vais vous présenter ici le site S3 qui est assez bien représentatif de tout ce qu'on peut retrouver en termes d'enregistrement sédimentaire de cette section de la vallée. Le site S3, il se compose de 2 transects et je vais vous présenter ici donc le transect 1 en rive droite qui se compose de 4 coupes, tout simplement parce que c'est celui qui présente les meilleurs enregistrements et les plus continus. Alors voilà comment ça se présente. Vous avez donc grosso modo 2 ensembles. Un premier ensemble ici et un deuxième ici. Alors le premier ensemble, il est constitué de 2 séquences. Une séquence basale qui est volcanique et qui se compose d'une unité sableuse très indurée, de couleur gris-bleu, dans laquelle on va retrouver des pierres ponces et différents éléments volcanogènes. Selon la littérature, ce faciès peut être assimilé à un faciès d'ignimbrite de tuf du volcan Toba. On a une épaisseur ici d'environ 2 mètres de dépôt. Au-dessus, vous avez 35 cm d'épaisseur d'alluvions grossières qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur, qui sont liées ici sans doute à une reprise de la rivière avec une forte dynamique liée à des courants de type torrentiel. Ensuite, ce système se ferme, une incision se met en place assez importante dans les dépôts volcaniques sous-jacents, qui vient donc démanteler cette séquence. Puis se met un deuxième ensemble, alluvial et colluvio-alluvial, avec 3 séquences. Une séquence basale,
composé d'éléments grossiers, d'alluvions grossières, ici liés à un fonctionnement de la rivière de manière très, très énergique, à des courants de type torrentiel, puis un système hydrosédimentaire plus fin, sablo-limoneux, variablement limoneux, plus sableux que limoneux, dans lequel on va retrouver aussi des colluvions. Donc ici, on est dans un système énergique, un peu moins énergique que par rapport à la base, dans un fonctionnement de crue modérée avec un transport par suspension graduée, puis des dépôts ensuite de ces sédiments dans la plaine proximale. On retrouve une dernière séquence ici qui s'apparente plus à des limons, là aussi issus de débordements de crues et dans laquelle on va aussi retrouver des collusions. Pour ce qui est de la basse vallée, donc et du site de Cotachina, voilà, je vais vous présenter les archives sédimentaires surtout acquises à partir donc, du transect nord-sud. Vous avez ici presque 60 sondages réalisés sur près d'1 kilomètre. Ce sondage fournit en fait une bonne vision de la chronostratigraphie du site. 3 séquences ont été enregistrées, dont 2 sont datées entre le XIe siècle et le XIVe siècle. Alors, la première séquence, donc la séquence basale de la chronostratigraphie du site, se présente comme ceci. Vous avez grosso modo une séquence qui est observée entre 6 mètres et 2 mètres de profondeur, qui s'apparente à des sables volcaniques noirs, composés de matériel volcanogène, notamment de pierres ponces. Vous avez également aussi dans cette séquence aucune présence d'artefacts archéologiques, pas de matière organique, et elle n'a pas été datée pour l'instant. On notera aussi également que cette séquence est découpée à plusieurs reprises par de nombreux et larges paléochonaux. La seconde séquence, elle, se constitue d'unités argileuses. Elle est riche en matière organique. On la retrouve sur une puissance assez variable. Elle est assez bien développée, notamment dans la partie nord, ici et ici. Et elle est assez intéressante puisqu'elle renferme notamment des restes coquillés de milieux estuariens, des bois de mangrove ou encore des os de vertébrés marins. Et surtout, elle renferme les premiers artefacts archéologiques qui sont associés à un environnement humide. On a ici des poteaux d'amarrage. Enfin, la dernière séquence, la séquence sommitale, est-elle associée à des dépôts limono-sableux. Elle est intéressante dans la mesure où, en dehors du fait qu'on retrouve là aussi des coquilles de mangroves estuariens, des charbons ou encore des morceaux de bois, on retrouve surtout la plus grande concentration en artefacts archéologiques. Alors dans un premier temps, ces artefacts archéologiques, et dans la partie nord du site, donc dans la partie jaune ici, s'apparentent à des artefacts liés à un environnement humide. On va retrouver notamment des restes de bateaux en bois assez conséquents. Ces bateaux pouvaient faire jusqu'à 15 ou 20 mètres de longueur, des restes de pontons en bois ou encore des pôles d'amarrage. Dans la partie nord et centrale et dans la partie supérieure de cette séquence, les vestiges archéologiques évoluent et s'apparentent, sont adaptés à un environnement qui cette fois-ci devient plus terrestre. On n'a plus de structures en bois liées à un environnement marin, mais on a cette fois-ci des constructions en dur, en briques, associées à des artefacts d'habitat permanent. Et donc cette séquence, elle, a été datée entre le XIIe et la fin du XIIIe siècle AD. Alors au vu de ces résultats, on peut proposer une reconstitution de l'évolution environnementale de la région. Alors d'abord pour ce qui est d'une période pré-Holocène, ici la dynamique majeure qui a fait évoluer les milieux et le cours d'eau de la rivière des Lys, c'est le volcanisme, le détritisme volcanique. Le détritisme volcanique qui est ici lié notamment à l'activité du volcan Toba, qui était la plus forte éruption du Quaternaire et qui a eu lieu il y a 74 000 ans. Elle a engendré un comblement massif de la région, et notamment de la vallée. On n'a toutefois pas, pour l'instant, de résultats sur finalement l'impact que ça a pu avoir sur l'évolution du trait de côte. Ce volcanisme du Toba, il a régénéré ensuite l'activité volcanique de la région, et notamment l'édification du cône volcanique du Sibaya, qui est le point de départ de la vallée de Delhi, dont les dépôts ont été retrouvés dans notamment la moyenne section de notre vallée, et qui ont recouvert une partie des dépôts de tufs du Toba. Et ces dépôts, donc, nous les avons datés du Pléistocène ancien, du Pléistocène récent, pardon. Et ils étaient avérés dans la littérature, mais c'était assez limité finalement. Et surtout, on n'avait pas forcément de date. Donc là aussi, un nouveau comblement de la vallée et probablement aussi un blocage sans doute du système hydrique pré-éruptif.
Pour ce qui est ensuite de la période Pléistocène récent et Holocène ancien, on assiste après donc engorgement volcanique de la vallée à un réajustement hydrique de la rivière Dély dans ses dépôts volcaniques. Tout d'abord, un fonctionnement assez puissant, assez énergique avec des dépôts très grossiers, donc des alluvions. Puis une incision assez rapide du coup de la rivière Dély dans les tufs Toba. Donc on a une mobilité de la rivière dans la plaine alluviale, et cette mobilité de la rivière va engendrer l'édification de systèmes de terrasses étagées, une en rive gauche et une en rive droite. Et ce fonctionnement-là, donc, on le retrouve dans toute la section moyenne vallée. À l'aval, cette incision a provoqué un fort taux d'alluvionnement, d'abord grossier, avec un système hydrique unique, assez puissant au vu de l'alluvionnement grossier. Puis ce fonctionnement devient multiple et moins puissant au vu de la charge sans doute sédimentaire déstockée de la moyenne vallée. Donc on a plutôt un système de chenaux multiples. Et donc voilà, tout ceci se continue à se développer. Pour ce qui est ensuite de l'époque historique, on assiste pour la première fois, on enregistre pour la première fois les impacts de l'anthropisation de la vallée. Dans un premier temps, alors on a d'abord un système hydrique assez puissant qui se met en place, lié à des crues et à un système torrentiel. Ensuite, un système beaucoup plus fin, avec des sédiments colluviaux, associés à des colluvions, pardon, qui peuvent résulter sans doute ici des activités agricoles du dernier millénaire, et plus particulièrement ceux liés à la culture et aux plantations indigènes et ensuite étrangères. À l'aval, on a une forte aggradation, d'accord. On a d'abord une mise en place d'une plaine alluviale avec des sédiments fins qui sont datés dans la partie inférieure de 1,6 kABP. Et ces sédiments, ce fort taux d'alluvionnement colluvio-alluvial peut là aussi être imputé aux impacts anthropiques de la région, notamment à partir du 19e siècle avec ces plantations anthropiques. Alors, pour terminer, pour ce qui est du site de Cotachina, donc on enregistre là une aggradation et aussi une progradation. Avant l'arrivée des premiers occupants donc du site, donc le site était sans doute assez proche du littoral, dans une configuration probablement estuarienne, et le site était recouvert par une épaisse séquence de sédiments volcaniques remaniés. Puis, à l'arrivée des premiers occupants, au XIe siècle, le site se trouve dans une situation de contexte estuarien, avec les premiers établissements humains dans la partie nord du site, la mise en place du port ici, et un système de chenal qui reliait donc le site au détroit de Malacca. Enfin, une troisième période se dessine entre le XIIe et le XIVe siècle, le début du XIVe siècle, où on est dans le maximum d'activité du site. Le site s'envase progressivement, mais on voit aussi que les artefacts s'adaptent à ce fonctionnement, puisqu'on retrouve principalement ici des structures en briques, des adaptations, donc des artefacts de vie permanente du site. Et puis à partir du XIVe siècle, le site est abandonné, sans doute en raison de l'envasement des voies navigables qui permettaient de le relier au détroit de Malacca. Et cet envasement exacerbé, c'est sans doute probablement le résultat de tous les défrichements et des plantations de palmiers à huile, alors de tabac puis de palmiers à huile, de l'arrière-pays, liés notamment aux Hollandais, notamment européens, de manière plus générale. Donc ce que l'on peut dire en conclusion, c'est que bon, c'est une base de données assez inédite pour la région. Il y a très peu de choses qui ont été faites dans cette région, tant sur l'histoire des hommes, du peuplement, mais également sur l'histoire environnementale. C'est aussi assez inédit parce qu'on développe ici une approche géoarchéologique, géomorphologique, mais aussi phytolytique. Je n'ai pas présenté ici par manque de temps. Ça aussi, c'est assez nouveau dans la région. Alors, malgré cette nouveauté, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment sur tout ce qui est canage chronologique, ici, qui est encore très imparfait. Voilà, merci de votre attention. Merci Johan pour cette très complète présentation. On a le temps pour une question. Pas de questions? Alors moi j'ai une petite question. Tu nous as pas parlé des phytolithes, est-ce que tu pourrais nous en parler en 2 mots? Alors les phytolithes du coup, ne portent que sur le site archéologique pour tout ce qui est partie Holocène.
Par contre, ça a nécessité un travail d'échantillonnage de surface, puisqu'il n'y a rien qui a été fait à Sumatra sur les phytolithes, et de manière générale en Indonésie. Donc du coup, tout ce qui concerne les échantillonnages fossiles révèle des choses assez proches de l'évolution qu'on peut constater par rapport à la géomorphologie. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai laissé du coup les illustrations avec la végétation. Pendant la phase où le site est dans un environnement estuarien, on a de nombreux phytolithes d'Arécacées qui peuvent, selon la comparaison avec les échantillonnages fossiles, s'apparenter à une mangrove de palmiers à huile que l'on retrouve encore aujourd'hui sur la porture du site. Pour ce qui est de la partie occupation intensive du site, on assiste notamment dans la partie sud, là on retrouve notamment les habitats permanents aussi, à une probable ouverture du milieu. On a une diminution des Arécacées, mais pas dans la partie nord, là où se trouve encore la partie portuaire du site. Mais en tout cas, dans le sud, on enregistre une ouverture et on voit même d'ailleurs l'arrivée du bananier. Et puis pour tout ce qui est après-site, là, cette ouverture qui se dessinait donc, à partir du XIIe, XIIIe siècle se poursuit. On n'a quasiment plus de palmiers. Les poacées dominent assez largement. On peut penser qu'il résulte du coup de tous les défrichements qu'il y a dans l'arrière-pays, liés notamment aux plantations, puisqu'on pense, et comme les archéologues aussi le pensent aussi, c'est que les 30 derniers centimètres du site sont probablement imputables à l'alluvionnement de ce qui se passe dans l'amont à cette époque. Mais là aussi, c'est des suppositions. On n'a pas de date dans la partie supérieure de la stratigraphie pour l'instant. Merci, donc affaire à suivre. Donc nous allons poursuivre avec la communication d'Éric Arminaud du Châtelet.